Alors, Manu Attardo me dit, après toutes ces années intenses en élections, scandales, polémiques, problèmes à foison, comment vois-tu le futur du football français, voire européen? Penses-tu que le modèle économique proposé, franchise, multipropriété, est un avenir? Plus globalement, le foot de papa est-il mort? Je m'inclus dedans, foot des années 80-90 avec un numéro 10. Alors là, tu mélanges un peu tout, hein, le football sur le terrain avec la disparition des numéros 10, parce que il y a plus de place aujourd'hui dans les tactiques du foot moderne, et on peut le regretter. Même si je pense que demain, tu as un mec qui est absolument flamboyant au poste du numéro 10, je pense qu'il jouera toujours. Au niveau du football, effectivement, il y a beaucoup de politique au niveau de la FIFA, de l'UEFA, que l'UEFA doit sans cesse repousser la menace de la Super League, que la FIFA cherche à multiplier les ressources avec cette Coupe du Monde des clubs qui n'a pour moi aucun sens, le passage de la Coupe du Monde à 48 nations qui n'a aucun sens, et tout ça c'est fait que pour faire du fric. Donc l'appât du gain aujourd'hui est beaucoup trop important dans le football. Pour ce qui est des multipropriétés, vous connaissez ma position depuis le début, je pense qu'il n'y a pas de règle, je pense qu'il y a des bonnes propriétés et des mauvaises multipropriétés. Je pense que ce que fait Bluco à Strasbourg, c'est bien, parce que ils investissent, ils s'occupent autant de Strasbourg que de Chelsea. Bon, évidemment, Chelsea est un projet qui est beaucoup plus avancé dans le temps, mais on ne sait pas si dans 2-3 ans, Chelsea a un coup de moins bien et Strasbourg surperforme en Ligue 1 si Bluco ne mettra pas à ce moment-là toute son attention sur le Racing Club de Strasbourg. Effectivement, il y a des mauvaises copropriétés. Alors, je pense que avec Textor, c'est autre chose que de la copropriété. Je pense que c'est malheureusement plus de la cavalerie. Je pense qu'il y a City Group avec 3 qui est effectivement a laissé le club, en tout cas sportivement, à l'abandon. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas comparer le projet de Citigroup et le projet de Bluco, et qu'il faut pas donc dire que la multipropriété c'est caca. Et quand j'entends les supporters de Montpellier ou de Le Havre dire tout sauf la mort plutôt que la multipropriété, j'ai envie de leur dire, écoutez, restez comme ça, vous serez servis et vous obtiendrez ce que vous voulez. Jean-David Bedel me dit, es-tu de ceux qui enterrent déjà Guardiola ou penses-tu qu'il va se relever? D'un autre côté, c'est vrai qu'un entraîneur aussi charismatique que lui a rarement, voire jamais connu une période aussi longue et compliquée, à en croire que lui-même n'a plus les solutions. Et comme je viens de le dire quand je parlais de Vieira, Guardiola, il a commencé avec le Barça. Puis il a été au Bayern, où il a d'ailleurs jamais gagné la Ligue des Champions, mais il a eu toujours des équipes incroyables, avec des investissements colossaux. Donc le problème de Guardiola, c'est qu'il n'est pas programmé, il n'a pas dans sa matrice le matériel pour endiguer des mauvaises séries comme ça. Et je pense que la mauvaise série de City, elle est avant tout défensive. Parce que quand tu as une défense qui est à ce point-là sur le reculoir, tu as un milieu de terrain qui du coup recule pour plus le protéger, et du coup des attaquants qui sont plus laissés à l'abandon comme Haaland. Et on sait qu'Haaland, si tu lui donnes pas le ballon, il va certainement pas prendre le ballon pour dribbler 4 mecs et tirer au but, même s'il l'a fait une fois contre Leicester hier. Donc voilà. Après, c'est Manchester City. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup d'argent dans ce mercato d'hiver pour renforcer l'équipe. Mais voilà, il y a des entraîneurs qui sont faits pour diriger des très grands clubs et d'autres qui sont faits pour mettre les mains dans le cambouis. Et d'ailleurs, regardez Zidane, il ne souhaite que le Real ou les Bleus. Comme ça, c'est sûr qu'il n'aura pas de problème. Pierre Carton me dit « Je suis jour après jour de plus en plus fatigué de voir les manigances du Barça. La dernière rumeur serait de vendre les places VIP pour dégager des fonds. Un club lambda serait d'ores et déjà radié. Il n'est pas le seul dans cette situation. Malgré le FPF, on est clairement sur 2 poids 2 mesures où je fais fausse route. » Moi, ce qui me fait sourire, c'est que ces loges VIP qui vont être vendues, je sais plus, pour 10 ou 20 ans, elles vont être vendues au Proche-Orient, notamment au Qatar. Et donc, le Barça qui a tellement vomi sur le PSG et l'argent du Qatar,
en disant que ça faussait tout. Rappelons-nous des déclarations du président du Barça de l'époque. Rappelons-nous des déclarations de Tebas. Et aujourd'hui, si t'as pas le Qatar qui avance les 110 millions, tu te retrouves avec un club qui peut même pas garder Dani Olmo qui est arrivé au mercato d'été. Bien sûr que c'est des magouilles. Bien sûr que c'est des magouilles. Et puis surtout, bien sûr qu'à force, le Barça se prive de ressources et qu'à un moment donné, une fois que tu auras tout vendu, t'auras plus rien à vendre et que tu vas te retrouver comme un couillon s'il y a un nouveau coup dur. Et tant pis pour eux. Hein. Gérard Alric me dit quelle est pour toi la star ou le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. La star, malheureusement, il n'y en a pas. Il y a des très bons joueurs, mais de stars, il n'y en a pas. Le meilleur joueur de Ligue 1, pour moi, depuis le début de la saison, c'est Achraf Hakimi, qui est le joueur le plus important du dispositif du PSG et qui me semble être le joueur qui a le plus d'influence sur les matchs. Gérard Alric, toujours, me dit « Comment fais-tu pour sélectionner les questions et cela te prend combien de temps ?» Écoute, depuis maintenant 2 mois, je dois avoir à peu près en moyenne 250 questions par session. Donc, le lundi matin, je me mets en général dans mon lit et je sélectionne les questions que j'ai sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Et ça me prend, une petite heure, sachant qu'il y a évidemment des questions qui sont redondantes. Là, j'ai eu 10 questions sur le Texier meilleur arbitre, sur les déclarations de Ronaldo sur la Ligue 1. Donc, je peux pas prendre tout le monde, quoi. Jean-Pierre Lavigne me dit, si le PSG arrive à monter en Ligue 1, penses-tu que ce club arrivera à trouver un public en jouant la carte jaune d'Île-de-France et que des supporters du PSG le rejoindront par ras-le-bol des Qataris? Le ras-le-bol des Qataris, je n'y crois pas. Je pense que quand tu es supporter d'un club, tu acceptes. Voilà, je pense que des vrais supporters du PSG purs, il n'y en a pas beaucoup qui regrettent que les Qataris soient propriétaires du club, vu l'investissement vertigineux qu'ils ont fait dans le club. Alors effectivement, tu auras peut-être quelques-uns, mais ça me semblera être vraiment un épiphénomène qui se détourneront du PSG parce que justement il est dirigé par des fonds qataris pour aller vers le PFC. Maintenant, le PFC, pour l'instant, ils sont encore en Ligue 2, ils n'ont pas de stade. Il faudra voir ce que va devenir déjà ce mercato d'hiver. Je pense qu'on aura quand même une bonne indication sur les ambitions du club. Après, j'ose espérer qu'avec le bassin de population qu'il y a sur la région parisienne, il y a de quoi remplir quand même 2 stades sur Paris. Donc voilà, effectivement, ce sera un public plus jeune, des supporters qui vont pratiquement voir le club naître avec eux, même si le PFC a évidemment un passé, mais bon, là, le PFC version Antoine Arnaud et Red Bull, il est tout bébé. Ça peut aussi attirer les gens, ce sera pas facile. Et c'est sûr qu'il faudra aussi faire du spectacle et des résultats. Mais si tout ça, si toutes ces conditions sont remplies, j'ai envie de dire pourquoi pas. Johnny Domar me dit, Nuno Mendes semble être insatisfait de son positionnement sur le terrain et souhaiterait partir. Penses-tu que le PSG doit tout faire pour le garder et renouveler son contrat? Je sais pas s'il est insatisfait de son positionnement ou de son salaire, ou des deux. Je pense effectivement, même si ça a été corrigé lors des derniers matchs par Luis Enrique, que c'était quand même une fausse bonne idée de faire jouer Nuno Mendes comme 3e arrière central et que ça privait le club de son apport offensif qui est quand même assez indéniable. Après, il a été longuement blessé et
longuement et soigné avec beaucoup de patience par le club parisien qui, pour le coup, s'est bien conduit avec lui. Maintenant, voilà, il est évident que Manchester United doit lui proposer plus d'argent. Voilà, c'est un choix à faire et c'est aussi un choix à faire pour le PSG parce qu'il y a des solutions pour le remplacer. Tu peux faire venir aussi Théo Hernandez, par exemple. Donc voilà, c'est un choix comme un autre. Alexandre Nadalojo me dit, tu as pu collaborer avec François Pinet par le passé sur ex-ITélé et actuel CNews, notamment lors de l'Euro 2016, pour les avant et après matchs. Quelles sont tes relations avec François Pinet? Que penses-tu de François Pinet, journaliste? J'adorais François, je l'ai beaucoup chambré. J'arrêtais pas de lui dire, tu es un cas, Pinet. Ça me faisait beaucoup rire, c'est idiot. Voilà, c'est quelqu'un d'affable, de gentil, de posé, de tranquille. Qui travaille, c'est un travailleur. Il n'a pas une personnalité extravagante, mais c'est un bon compagnon. C'est aussi quelqu'un qui sait imprimer un climat agréable sur un plateau et c'est important. Julien WF me dit, il y a eu dans les années 80-90 des joueurs africains incroyables en Division 1 comme Abedi Pelé, Georges Weah, Jafet Nendoram. Quel souvenir ou anecdote as-tu de ces joueurs? Georges Weah, je l'ai un petit peu pratiqué au PSG. C'était quelqu'un d'assez drôle. J'aurais vraiment eu du mal à l'époque à l'imaginer président de la République parce que c'était vraiment un gros déconneur. Il est évident que des trois, celui que j'ai le plus connu, et vraiment plus que bien connu, c'est Abedi Pelé, que j'ai rencontré à Niort, qui est devenu mon premier vrai ami dans le football. Enfin, c'était une amitié très particulière parce que il débarquait d'Afrique et il n'était pas du tout adapté à la vie en Europe et je me souviens qu'il me donnait la main dans les rues de Niort, qui est une ville assez bourgeoise, et que je me disais, mais pourquoi il me donne la main, le petit noir, là? Et en fait, parce que je savais pas à l'époque que c'était un signe d'amitié chez les musulmans. D'ailleurs, quand sa femme se promenait dans la rue avec nous, elle me donnait l'autre main. Voilà, j'ai encore une fois... on faisait la sieste ensemble dans sa chambre d'hôtel quand il était à Marseille. On promenait André en poussette. C'est vraiment quand même, à ma connaissance, avec Marc Keller, le seul footballeur qui soit jamais venu manger à la maison chez mes parents. Je me souviens qu'à la fin du repas, il y avait du raisin. Et Abedi, il prenait un grain de raisin, il le trempait dans l'eau, il le séchait, il le coupait, il l'épluchait et l'épépinait. Je l'ai regardé et je lui ai dit, si tu veux, on te donne la grappe et on vient te chercher ce soir pour le dîner. Et il riait, il était... Je l'ai recroisé il y a quelques années à la boutique Orange des Champs-Élysées, vous voyez. Mais c'était vraiment... c'est vraiment quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie. Mathieu WQE me dit, quel est le restaurant où tu as le mieux mangé? Quel repas as-tu mangé ce jour-là? Alors c'est impossible de dire qu'est-ce que j'ai mangé parce que les meilleurs repas que j'ai faits sont évidemment dans des très grands restaurants étoilés parce que bon, comme vous le savez, Mélissa cuisine à merveille et donc on va assez peu au restaurant pour manger. On va au restaurant soit parce qu'on rejoint des amis, soit on y va pour faire des très bonnes tables. Alors il est évident que quand on était en région parisienne, on avait beaucoup plus de choix que dans la région. On adorait aller à l'Arpège, chez Alain Passard, 3 étoiles Michelin. On adorait aller chez Fred Anton et Médisgard, au Pré-Catlan, 3 étoiles Michelin. Donc, évidemment, là, c'est un festival de saveurs. Dans la région, on a un petit restaurant qui s'appelle Brut, à côté de la Baule, qui est très sympa. Il y a Maju à la Turballe, qui est intéressant. Et puis on a notre ami Lulu Rouget, qui est un restaurant de poissons étoilé à Nantes, où on adore aller aussi très régulièrement. Du jus me dit, je crois que pas grand monde pense que Brest finira européen l'année prochaine, malgré leur héroïque parcours en Ligue des Champions. Faut-il les sous-estimer à ce point? Et pensez-vous qu'il y a peu de chances qu'ils finissent européens la saison prochaine? Oui, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils finissent européens la saison prochaine parce que il leur reste minimum, on espère plus, mais minimum 4 matchs de Ligue des Champions. 4 matchs de Ligue des Champions, ça veut dire encore une fois pas mal
de rotation à effectuer. Et quand tu fais de la rotation et que tu as un club où tu as quand même un effectif limité, eh ben ça te fait perdre des points. Donc ouais, je ne crois pas que Brest finira européen par le championnat à la fin de la saison. Mais bon, il faut surtout qu'ils profitent de l'incroyable saison qu'ils sont en train de nous faire vivre en Ligue des Champions. Jasper Japs me dit « Cette Ligue 1 semble très dominée par 5 équipes qui sont Paris, OM, Monaco, Lille et Lyon. Mais les prochaines C1 n'offrira que 4 tickets, 3 plus 1. Pourriez-vous nous livrer le jeu des pronostics avec votre quintet dans l'ordre en fin de saison? Paris, Monaco, Marseille, Lille, Lyon. Je vois ça comme classement pour l'instant. Je pense que Paris va encore augmenter son avance en championnat. Je pense que Monaco est peut-être un petit peu plus stable que Marseille. Et Lille plus régulier défensivement que Lyon. Voilà. Car Story me dit, avec 3-4 mois de recul, comment trouves-tu cette nouvelle formule de LDC? Toujours aussi débile. Mais je pense aussi que les gros clubs se sont dit, oh, c'est bon, on a 8 matchs, on a du temps, tu vois. Le Real s'est dit, oh, bon, on peut perdre à Lille, c'est pas très grave, il nous reste 6 matchs. Puis bon, paf, tu te fais taper à Bernabéu par le Milan AC et t'es tout de suite dans les embêtements. Moi, ce que je trouve inique, encore une fois, dans cette formule de Ligue des Champions, c'est que toutes les équipes ne jouent pas les mêmes matchs. Et tant mieux pour Brest, mais le tirage de Brest est infiniment plus facile que celui du PSG, alors que Paris est chapeau 1 et Brest est chapeau 4. Donc déjà, en soi, ça me paraît être vraiment un problème. Puis un seul classement pour les 36 équipes. Pareil, comme à partir du moment où tu joues pas les mêmes matchs, je trouve ça pas normal qu'il y ait qu'un seul classement. Le Chacal Doré me dit, es-tu d'accord avec moi pour dire que Jean-Michel Aulas a été en France le plus grand président de ce nouveau siècle, malgré les petites piques que vous êtes lancées de part et d'autre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, si on s'est lancé des piques, c'était aussi parce que c'était un peu un numéro de cirque entre nous, un affrontement de personnalités, mais j'ai jamais nié que Jean-Michel Aulas était le meilleur président du football français. L'œuvre qu'il a réussi avec l'Olympique Lyonnais, absolument considérable. Le plus grand, oui, ça me paraît absolument indéniable. LT Maxence me dit, est-ce que vous savez si les influences du CFC ont été influencées par votre départ? Perso, je n'ai plus jamais regardé une émission alors que c'était mon kiff du dimanche soir. Si on regarde uniquement les audiences, entre mon époque et aujourd'hui, l'audience du CFC a été divisée par 3. Ça, c'est l'analyse des chiffres stricto sensu. Après, il faut pas oublier que à mon époque, il y avait tous les résumés de Ligue 1 et une émission qui était uniquement consacrée à la Ligue 1 ou pratiquement entièrement consacrée à la Ligue 1 et un peu au championnat anglais à partir du moment où Canal a obtenu les droits. Alors que là maintenant, il n'y a plus une image de la Ligue 1 au CFC. Donc, je pense encore une fois que c'est une faute éditoriale d'accorder autant de place au football anglais en access prime time le dimanche soir et que les gens s'en foutent un peu. Mais je sais qu'il y a aussi une volonté politique de ne pas accorder trop de place à la Ligue 1 parce que finalement le CFC pourrait très bien faire un truc tout autour de la Ligue 1 avec des reportages, des invités, des interviews et des vrais débats. Mais je pense qu'il y a une volonté aussi de Canal de ne pas offrir à la Ligue 1 un écran plus important que ça. Donc effectivement, je pense, je vais pas faire mon faux modeste non plus, je pense aussi qu'il y a des gens qui ne regardent plus parce que je n'y suis plus. Mais enfin, c'est pas le cas de la grande majorité non plus. Hein. Jasper Japs me dit, comment voyez-vous le TFC terminer la saison et comment percevez-vous la gestion du club par Comolli et Rebird? Avec ce recrutement total d'Ata cosmopolite depuis plusieurs années, n'y aurait-il pas mieux à faire en y intégrant plus de joueurs avec un bagage Ligue 1 solide plutôt que de parier sur des joueurs exotiques, inconnus et donc plus risqués? Je pense que c'est un projet à risque et qu'un jour, à force de recruter des joueurs sur un ordinateur, y a un jour où tu vas forcément te vautrer. Les deux dernières prestations du TFC, que ce soit contre Saint-Étienne au Stadium ou en Coupe, où ils se sont passés d'extrême justesse, sont inquiétantes. Alors que jusqu'à présent, sur cette première partie de saison, ils avaient fait le plein contre des équipes de leur niveau.
ou en dessous de leur niveau et qu'ils avaient régulièrement perdu contre des équipes au-dessus d'eux. Il y a une ambiance formidable au stadium, le public a l'air de s'identifier totalement à cette équipe. J'avoue que moi j'ai du mal et que je trouve pas ça passionnant, quoi. Voilà, et ben c'est tout pour ce Face à Pierrot, c'est tout pour cette année. Repose mon ordi. C'est tout pour cette année 2024. Merci d'être chaque semaine plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Je le dis pas souvent, mais vous imaginez pas le bien que ça me fait et l'émotion que ça me procure de voir que finalement pour pas mal d'entre vous, je suis pas encore tout à fait mort. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent réveillon. Soyez prudents si vous picolez sur la route et si vous avez trop bu, ne reprenez pas votre voiture. Restez chez vos amis, même s'il faut dormir sur le canapé ou rouler en boule sur un fauteuil, on s'en fout, c'est toujours mieux qu'un cercueil. Voilà, je vous embrasse, passez un bon réveillon et on se retrouve jeudi pour mes vœux pour 2025. Bye bye.